Joliba Afternoon News. Examen de fin d'année et un baccalauréat spécial pour les candidats au MI de Yanfolila. Les candidats du lycée public de Yanfolila vont composer leur bac spécial après avoir été convoqués à Bamako par les autorités éducatives. 11 septembre 2001, il y a 20 ans, les États-Unis étaient frappés par les plus grands attentats de leur histoire. En cours d'édition, nous vous proposerons un reportage qui revient sur les circonstances de ces attaques. La culture sera également au rendez-vous dans cette édition. Le Super Biton de Ségou est à l'honneur à l'Institut français de Bamako. Ce groupe mythique des années 70 signe son retour sur la scène musicale. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tantôt, au MI lors de la session du baccalauréat malien 2021, les candidats du lycée public de Yanfolila vont composer leur bac spécial. En effet, ils ont été convoqués à Bamako par les autorités éducatives en session spéciale ce lundi 13 septembre. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rencontré hier les ambassadeurs et les corps diplomatiques accrédités au Mali. Le but de cette rencontre était de faire le point sur les priorités de la transition, les points saillants de cette rencontre au micro de Moussa Tembini. Dans un souci de méthode et d'organisation, il est important de parler d'abord avec mes concitoyens. Il s'agissait pour nous de concevoir avec eux les priorités de la transition, de dégager les lignes de consensus endogènes sur les grands sujets de la nation, avant de les partager avec les amis et partenaires du Mali que vous êtes. La rencontre de cet après-midi, au-delà de magnifier la coopération que le Mali entretient avec chacun de vos pays et organisations, traduit la volonté du gouvernement de consolider et de renforcer nos liens d'amitié et de coopération. Depuis 2012, la mobilisation de la communauté régionale, africaine et internationale au chevet du Mali témoigne d'une coopération internationale active et solidaire. Nous estimons que face aux défis multiples que le Mali se doit de relever et la nécessaire implémentation des axes prioritaires retenus, le pays est appelé à imprimer à sa gouvernance une nouvelle dynamique. Pour ce faire, il serait judicieux de renforcer davantage les choix basés sur le pragmatisme, la démarche participative, sans sous-estimer les contraintes liées à cet exercice périlleux dans une démocratie multipartisane. Le lancement officiel de l'enrôlement du personnel des forces armées maliennes dans le système de gestion intégré du personnel de la Défense a eu lieu ce vendredi 10 septembre au ministère de la Défense. Ce système a pour but de prendre en compte tous les aspects liés aux ressources humaines des forces armées et de sécurité du Mali. Eladj Malik Guitei. Le coup d'envoi de l'enrôlement des forces armées maliennes dans le système de gestion intégré du personnel de la Défense SGPD a été donné aujourd'hui. Il s'agit de la numérisation de toutes les données concernant la gestion et l'opérationnalisation des FAMA. Nous inaugurons ici un système complet et ambitieux qui a pour vocation de prendre en compte tous les aspects liés à la gestion des ressources humaines, du recrutement des personnels de la défense à leur séparation du service, en passant par leur gestion en opération, leur santé, leurs affaires judiciaires ou disciplinaires, leur solde, leur pension, ainsi que la messagerie interne aux armées qui leur permettra de communiquer et de collaborer plus efficacement. Cet outil permettra une gestion efficace et efficiente des troupes selon le ministère de la Défense. Cet outil de décision nous permettra un meilleur suivi et une meilleure planification des effectifs par la maîtrise des informations pertinentes relatives aux positions statutaires des militaires, des flux de mobilité, des départs à la retraite, de l'évolution de la masse salariale. Le déploiement de ces systèmes dans les administrations militaires se fera de manière progressive, notamment dans les états-majors, avant les structures régionales et rudimentaires. Pour cela, 10 kits sont déjà prêts pour l'enrôlement qui doit durer 7 mois. Et pour l'enrôlement, les militaires doivent se prémunir d'un certain nombre de pièces. Et la seule pièce obligatoire qui est la carte d'identité
En plus de cette carte d'identité, il y a la carte AMO, il y a le passeport et il y a la carte NINA. Après l'étape de l'enrôlement, la phase de vérification des données qui doit durer 1 an sera suivie par la direction des ressources humaines de l'armée et d'autres services. Il est à rappeler que le système de gestion intégrée du personnel de la défense SGPD a coûté 283 millions de francs CFA au budget national. Des terroristes neutralisés dans la zone des 3 frontières du 23 au 27 août 2021, tel est le bilan des opérations conjointes menées pendant cette période. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la force Barkhane datant du 3 septembre. Plus de détails dans cet élément signé Abdoulaye Koniba Konate. Plusieurs terroristes mis hors d'état de nuire, des armes de guerre, des téléphones, radios, un pick-up saisis. C'est ce que des opérations conjointes des forces armées maliennes et les forces armées nigériennes en collaboration avec Barkhane ont accompli à Bentia, Fafa, dans la forêt de Sorori dans le cercle d'Ansongo et dans la région de Douanza. Ces opérations visaient à déstabiliser les groupes armés terroristes et sécuriser les convois logistiques, mais aussi de rassurer, selon Barkhane, la population après des exactions commises par l'État islamique dans le Grand Sahara. De vastes opérations de fouilles dans les villages de Fafa, Bentia et dans la forêt de Sorori ont été engagées lors de cette descente par la compagnie des forces armées nigériennes et une section des FAMA. Ces missions ont bénéficié d'une douzaine d'appuis aériens, chasse et renseignements guidés par la force Barkhane et par les moyens aériens tactiques avancés GATA des armées partenaires, explique le communiqué de la force Barkhane. Des drones ont assuré plusieurs opérations de protection et de surveillance des convois des FAMA dans la région de Douanza afin de prévenir d'éventuelles embuscades ainsi que dans la zone des 3 frontières. Le 11 septembre 2001, les 2 tours jumelles du World Trade Center étaient frappées par 2 avions kamikazes pris en otage par des terroristes. Des attentats commandités par Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda. Suivons ce reportage qui retrace les circonstances de ces attaques. Mardi 11 septembre 2001 au matin, 19 hommes embarquent à bord de vols domestiques à Boston, Washington et Newark. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines avec 92 personnes à bord dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center. À 9h03, un deuxième Boeing 767 de United Airlines avec 65 personnes à bord dont 5 kamikazes s'encastre dans la seconde tour jumelle du World Trade Center, événement suivi en direct par les télévisions du monde entier. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines avec 64 personnes à bord dont 5 terroristes s'écrase sur le Pentagone. À une vitesse de 850 km/h, il percute la façade ouest du ministère de la Défense. À 10h06, un quatrième appareil, un Boeing 757 d'UA avec 44 personnes à bord dont 4 membres d'un commando s'écrase dans un champ près de Shanksville en Pennsylvanie. L'objectif précis des pirates de l'air reste à ce jour inconnu, mais à environ 20 minutes de vol de Washington, l'avion aurait pu frapper le Capitole ou la Maison-Blanche. On sait toutefois que certains passagers, informés par téléphone du drame de New York, se sont battus avec les terroristes. Les 2 tours du World Trade Center se sont effondrées dans un déluge de gravats et de poussière. La tour nord à 10h05, la tour sud à 10h28. Des centaines de personnes qui n'ont pu être évacuées et des sauveteurs sont alors ensevelis alors que Manhattan est recouverte par un immense nuage de fumée noire et de poussière. Ces attentats revendiqués par Al-Qaïda, un groupe jusqu'alors peu connu, ont fait au total 2977 morts, dont 2753 à New York. Actualité oblige, nous parlons du World Trade Center dans l'infographie du jour. Le World Trade Center de la ville de New York est un complexe composé d'immeubles d'affaires situé dans le quartier de Lower Manhattan aux États-Unis. Conçu par l'architecte Minoru Yamasaki et développé par la Port Authority of New York and New Jersey, il a été inauguré le mercredi 4 avril 1973. Son nom est similaire à ceux d'autres World Trade Center, bien que celui de New York ait atteint une notoriété supérieure. Il signifie centre de commerce mondial ou centre d'affaires international.
marqué par un incendie le 13 février 1975, puis par un attentat à la bombe le 26 février 1993, les tours jumelles ont été intégralement détruites par 2 avions détournés le 11 septembre 2001. Leur position géographique a alors été surnommée Ground Zero, bien que les New-Yorkais préfèrent l'appellation World Trade Center Site. Le site accueille aujourd'hui un mémorial sur l'emplacement des tours détruites et un nouveau complexe dont le One World Trade Center est la plus haute tour. Identifié par ces 2 bâtiments les plus célèbres, les Twin Towers, tours jumelles, il était un symbole de la puissance américaine aux yeux du monde entier et une icône de New York au même titre que l'Empire State Building et la Statue de la Liberté. À présent, suivons l'actualité hors de nos frontières. Le président nigérien Mohamed Bazoum a assuré vendredi que le rapport de force avait changé en faveur de l'armée face au groupe djihadiste lors d'une visite dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, particulièrement touché par des attaques dernièrement. Le rapport de force a considérablement changé et vous aurez constaté que l'ennemi a changé de mode d'opération. Il ne vous cherche plus parce que il sait ce qu'il attend à vouloir le faire. Partout, ils s'en prennent aux paysans qui sont dans les champs des villages les plus éloignés, les plus excentrés, où ils savent qu'ils n'ont aucune chance de rencontrer nos forces. Il s'agit de la première visite de M. Bazoum depuis son élection fin février dans la région de Tillabéri, théâtre depuis des années d'actions sanglantes des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, commises contre des civils et militaires. Au Sénégal, les consommateurs dénoncent une forte inflation des denrées de première nécessité ces dernières semaines, provoquée par une hausse du coût des matières premières liées au contexte de l'épidémie de Covid. Les denrées alimentaires qui sont importantes pour nous, le sucre, le lait, le riz et l'huile sont devenus excessivement chers. On utilise tous les jours ces produits et ils sont inaccessibles. Nous sommes très fatigués. Les femmes au foyer n'en peuvent plus et cette situation est invivable. On parle d'huile et de riz, mais je ne connais pas de produit dont le prix n'a pas augmenté. Même le poisson est introuvable. La situation est vraiment compliquée. Pour tenter de désamorcer la crise, l'État du Sénégal a décidé le 30 août de suspendre la taxe conjoncturelle à l'importation appliquée sur le sucre raffiné importé, et ce jusqu'au 15 octobre. Les autorités ont également revu à la baisse les prix des produits de grande consommation, ce qui n'est pas du coup des commerçants qui disent être pris au dépourvu, sachant que leur stock coûte plus cher que les prix du marché. Les autorités essaient de nous mettre en mal avec la population en médiatisant les prix homologués qu'elles affichent partout. Chaque jour, j'ai des heurts avec des clients parce qu'ils veulent que je respecte les prix. Alors que le stock, je l'ai acheté au moment de l'inflation. Je ne peux pas vendre à perte. En mars 2021, des émeutes provoquées par l'arrestation du principal opposant Ousmane Sonko dans un contexte économique morose lié aux restrictions dues à la Covid ont fait 13 morts du côté des manifestants. L'organe en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l'Union africaine annonce la suspension de la Guinée de toutes ses activités et organes de décision. Après le coup d'État mené par des militaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'annonce a été faite via le compte Twitter de l'Union africaine. Je cite: « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, en accord avec les institutions pertinentes de l'UA, décide de suspendre la République de Guinée de toutes les activités et organes de décision. Demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'entériner le communiqué final de la CEDEAO, également approuvé par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA. En outre, l'Union africaine appelle le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, à s'engager avec les parties concernées dans la région. »
Mercredi, la CEDEAO avait annoncé la suspension de la Guinée et l'envoi d'une mission diplomatique dans le pays, mais n'avait prononcé aucune sanction économique. Cette mission, composée des ministres des Affaires étrangères de 4 pays et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, est arrivée vendredi en début d'après-midi dans la capitale guinéenne Conakry. Les forces spéciales guinéennes conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ont annoncé dimanche avoir capturé le chef d'État pour mettre fin au régime d'Alpha Condé. Elles ont ensuite dissous le gouvernement et les institutions et aboli la constitution qu'avait fait adopter Alpha Condé en 2020. Des proches invités et membres de l'association Friend of Five 93 rendent hommage aux 40 passagers et membres d'équipage du vol United Airlines 93 qui sont morts le 11 septembre 2001 lorsque l'avion s'est écrasé dans un champ près de Scanchville après avoir été détourné par des terroristes. Lors d'une cérémonie à la veille du 20e anniversaire des attentats, des bougies sont placées sous les noms des victimes au Memorial 593 National Memorial sur le site du crash. Il y a tout juste 20 ans, le matin du mardi 11 septembre 2001, les États-Unis sont attaqués et minutieusement préparés par l'organisation djihadiste Al-Qaïda dirigée par Ousmane Ben Laden. Elle frappe New York et le Pentagone près de Washington, symbole de la puissance économique et militaire de l'Amérique. Ces attentats, les plus meurtriers de l'histoire avec 2977, ont été conduits par 19 pirates de l'air, également tués dans les attaques, qui détournèrent 4 avions de ligne partis d'aéroports de la côte est de Boston, Washington et Newark à destination de la Californie. Nous plongerons dans l'univers culturel à travers une conférence de presse tenue ce matin par le Super Biton de Ségou, orchestre des années 70 qui a annoncé son retour sur la scène musicale. Ce retour s'effectuera à travers une exposition photo de Françoise Huguier et un concert prévu le vendredi 17 septembre 2021. Plus de détails avec Adama Sanogo et Bakoro Banyari. La dernière prestation de Super Biton de Ségou à l'Institut français du Mali date de 2011. Après une longue pause, ce groupe musical des années 70 à travers une nouvelle génération refait face sur la scène musicale. À l'occasion, une exposition photo sur ce groupe et un concert seront organisés pour le célébrer. Tous les deux événements vont se faire, c'est la photographie, c'est la musique. Donc comme c'est la photo de Super Biton et que c'est un groupe mythique et ils vont revenir bientôt, donc on a profité pour lancer alors les biennales photographiques et aussi les concerts. Ce concert qui aura lieu vendredi 17 septembre 2021 à l'Institut français du Mali sera marqué par des anciennes musiques. Soutien Mama Sissoko. Le déroulement de concert, nous, on présente les anciens morceaux de Super Biton que les gens ont oubliés. On veut faire vivre le public, les faire rappeler des anciens morceaux. Aider ce groupe musical est d'ordre très crucial pour l'Institut français du Mali qui ne ménagera aucun effort pour le soutenir. C'est une nécessité dont moi j'ai pris conscience en 2019 grâce à Françoise Huguier. Elle a suivi le groupe pendant des décennies et elle m'a proposé qu'on remonte non seulement un concert mais qu'on travaille sur une remise de leurs pieds à l'étrier. Cette sortie de Super Biton de Ségou coïncide avec l'annonce de leur album en 2 tomes, enrichi avec les instruments traditionnels du Mali. Parlons sport à présent. Pelé, légende du football mondial, a donné de ses nouvelles après avoir été opéré d'une tumeur suspecte au côlon. Selon ses médecins, il récupère bien. Amadou Tolo revient sur cette déclaration. La légende du football brésilien Pelé, 80 ans, a assuré mercredi qu'il récupérait bien de son opération d'une tumeur suspecte au côlon réalisée samedi à Sao Paulo. « Je récupère bien », a déclaré l'ancienne légende du football. Le dernier bulletin médical de l'ancien joueur précisait qu'il se portait bien et qu'il se trouve dans une unité de soins intensifs après cette opération.
L'hôpital a indiqué mercredi qu'il n'y avait pas de nouveauté sans préciser si Pelé avait quitté cette unité de soins intensifs. Une tumeur découverte en août. La tumeur découverte durant des examens de routine avait expliqué lundi l'hôpital où le roi Pelé se trouve depuis le 31 août. La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps s'est montrée fragile ces dernières années avec plusieurs hospitalisations. Le Brésilien est l'un des derniers monstres sacrés du football après les décès de Johan Cruyff en 2016 et surtout de Diego Armando Maradona en décembre dernier. De son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, Pelé est le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde. La première d'entre elles a seulement 17 ans en Suède. Tout au long de son incroyable carrière, il a inscrit 1281 buts en 1363 matchs sous le maillot des Santos, entre 1956 jusqu'à 1974. Son club au Brésil, de la Seleção et du Cosmos New York aux États-Unis entre 1975 et 1977. Prompt rétablissement pour le roi Pelé. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.